vulnérables en cette période. Les médecins leur recommandent de boire beaucoup d'eau et d'éviter de manger gras et de porter des habits légers pour se protéger. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. On en sait un peu plus sur le cas Ousmane Sonko. L'inspecteur des impôts a été radié ce lundi par décret présidentiel. Décision du président de la République qui fait suite à la proposition du Conseil de discipline de la fonction publique. Toutefois, Sonko bénéficiera de ses droits à une pension de retraite. Ses camarades du parti PASTEF affirment que la lutte ne fait que commencer. Hassan Ba est l'un des membres. Il est joint au téléphone par nos confrères de Sorna FM. Il n'y a pas d'analyse du tout. C'est une décision que je viens de. Ils l'ont trouvé juste. Mais nous n'avons rien à dire de tout cette forme. Nous sommes là et nous serons toujours derrière lui et nous combattrons toujours avec lui. C'est tout pour le bien du Sénégal. Non, il n'est pas ce c'est pas une faute. C'est pas une faute. Il ne faut pas que les gens confondent mentir et dénoncer. Mentir, dénoncer, c'est des vertus. C'est des vertus qu'il faut encourager. Mentir et voler sont deux frères jumeaux. Mais dénoncer, c'est pas un crime. Ce n'est rien d'autre que de développer un pays. On développe un pays en dénonçant les choses qui ne sont pas bonnes. C'est ça qu'il y a à dire dans un pays. Si c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Si c'est bon, on dit c'est bon. Tout cela, je dis une chose. Ah, mais je te dis, c'est pas une surprise. Il fallait s'attendre à ça, c'est pas une surprise. Ça ne dérange pas, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. C'est la vie, il faut continuer la lutte. Non, nous sommes des gens disciplinés et très civilisés. Nous avons une politique très civilisée et très différente des autres. On n'est pas là pour aller en guerre pour jeter des pierres. Non, 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 non. Nous combattons avec des idées. Et tout ce que nous disons, un jour viendra, on verra les résultats. Nous serons toujours derrière lui et nous continuerons toujours à combattre avec lui. Ça, c'est moi qui le dis à la famille. Intéressons-nous à présent à la campagne pour l'élection du H2CT. Tahaou Dakar parle de tentative d'achat de conscience de certains conseillers municipaux. En ligne de mire, Benno Bokuyakar, un responsable de la coalition, parle de réplique, apporte la réplique plutôt. Abdourahmane Ndiaye dément de telles accusations. Selon lui, Tahaou Dakar est en train de justifier une probable défaite au soir du 4 septembre 2016. C'est un travail de Code d'Inchaï. Tahaou Dakar tirait la sonnette d'alarme en dénonçant une tentative d'achat de conscience dans certaines communes contrôlées par le liste. Faux rétorque le conseil politique du chef de l'État. Si l'achat de conscience ou la corruption pouvait empêcher un parti de perdre le pouvoir, Diouf ne nous aurait pas quittés. J'ai beaucoup de respect pour lui, je le répète. Il n'aurait pas quitté le pouvoir. Wade n'aurait pas quitté le pouvoir. On sait même dans quelles conditions il a quitté le pouvoir. Macky Sall, sa coalition n'aurait pas perdu Dakar lors des élections de 2014. Alors, en général, si ces choses-là arrivent, ça compte pour epsilon. C'est franchement insignifiant. On ne peut pas acheter tous les Sénégalais, on peut acheter tout le collège électoral. Ensuite, je crois qu'il vaut mieux avoir beaucoup de respect pour ces électeurs qui ont déjà bénéficié de la confiance du suffrage universel pour avoir été élu conseiller. Dire de quelqu'un qu'il a été acheté ou dire de quelqu'un qu'il est acheteur est une insulte majeure. Sur la stratégie de campagne, le discours est axé sur le bien fondé de cette institution. Le discours, c'est un discours en deux points. L'explicitation du Haut Conseil, sa pertinence, la légitimité et la légalité de ce Haut Conseil, et 3 points donc, et surtout l'inclusion de tous les partis et de toutes les parties prenantes de Benno Bokuyakar. Quand on parle de la légitimité et de la légalité, je crois que parmi les 14 points soumis à la volonté populaire lors du référendum du 20 mars, il figurait un tiré qui concernait cette chambre qu'on appelle Haut Conseil des collectivités territoriales. Accusations contre accusations émanant des différentes coalitions en lice ont marqué le démarrage de la campagne pour l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, une situation qui risque d'entacher la crédibilité du scrutin du 4 septembre 2016. La coalition Tahaou Dakar se prépare pour l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Au Parcelles Assainies, les membres de cette liste mettent en garde leur secrétaire général Mamadou Wane. Ce dernier serait sur le point de rallier l'APR selon ses détracteurs, ce que les souteneurs de Khalifa Sall refusent de cautionner. Selon eux, Mamadou Wane est en train d'utiliser les moyens de Tahaou Dakar à des fins personnelles. Ibrahim Fall était sur place.
Les partisans de Khalifa Sall, militants aux Parcelles Assainies, ne veulent plus de leur secrétaire général de la 11e coordination B, Mamadou Wane. Ce dernier veut tourner le dos à Taxawu Dakar, précisent les souteneurs du maire de Dakar. Ce dernier, se disant membre du bureau politique, nous a rétorqué, nous membres de la coordination, qu'il est maintenant haut responsable et qu'il n'a plus le temps à la base. Ce monsieur-là n'a pas le toupet de se mettre en face de nous et de nous parler de base et de commission administrative. Rappelons qu'il a appelé à une réunion de la commission administrative. Nous sommes membres à part entière de la coordination. Si vous deviez appeler effectivement à une CA, je pense que vous ne pouvez pas effectivement élaguer effectivement ceux qui sont membres à part entière de la coordination. Ces membres de la coalition Taxawu Dakar estiment que leur compagnonnage avec le Benno Bokk Yakaar n'a plus d'avenir. Depuis que nous sommes avec le Benno Bokk Yakaar, quel est l'avantage que nous en avons tiré? Rien. Ni politiquement, ni structurellement. Et au contraire, notre secrétaire général, Mamadou Wane, aujourd'hui qui est du côté de Benno Bokk Yakaar, qui est avec M. Amadou Ba, a été chassé du bureau de M. Mbaye Ndiaye, pour ne pas dire expulsé, quand il était venu lui rappeler ses promesses électorales dans son bureau au ministre de l'Intérieur. Nous n'avons rien obtenu, même venant de la direction du parti, aucun poste, sinon vouloir nous transformer en l'armée et oublier le travail à la base. Ces souteneurs de Khalifa Sall rappellent que le Parti socialiste va présenter un candidat socialiste aux élections présidentielles de 2019. Toutefois, ils fustigent l'attitude de Ousmane Tanor Dieng qui, disent-ils, veut marchander le parti. Allons à Mbour, la coalition Benno Bokk Yakaar unit ses forces en vue de cette élection du HCCT. Le consensus se trouvait pour leurs candidats. Les alliés du président de la République sont déterminés à se battre jusqu'au bout pour remporter cette élection. Ils étaient en réunion dans la commune de Mbour. Voici le secrétaire général du Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng au micro de Mamadou Diop. Il s'agissait d'investir au sein d'un seul parti, il y aurait des frustrations, il y aurait des contestations normales. Maintenant, comme il s'est agi d'investir dans une coalition de coalitions, c'est très difficile pour trois sièges. Je crois que tous nos camarades, les conseillers, feront preuve de dépassement parce que si toutes les femmes se reconnaissent en Kani et puis le département se reconnaît quand même en moi et la même chose pour l'autre candidat Ganagning. Pour les modalités de vote du Haut Conseil, ne peuvent voter que les conseillers municipaux et les conseillers départementaux. Il y aura 2 bureaux de vote dans un centre de vote ici à Mbour. Il faudra que tous les camarades ne disent pas que les jeux sont faits, nous sommes majoritaires, nous allons gagner. Aucune voix ne doit manquer. Donc nous menons une bataille de la participation, une bataille de la mobilisation. Et je pense qu'avec l'équipe qui est en place, cette équipe-là va tout faire pour que tous nos camarades soient sensibilisés et que même le jour venu, on mette en place un dispositif pour faire venir tout le monde et les faire voter. Benno Bokk Yakaar du département de Foundiougne va vers cette élection en ordre dispersé. 3 listes seront présentées par la majorité présidentielle. Certains membres de la coalition indexent le ministre Abdoulatif Coulibaly d'être à l'origine de la division. Le président du conseil départemental et ses proches ont lancé la campagne ce week-end. La correspondance de Mamadou Diop. La coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Foundiougne vole en éclats. 3 listes sont présentées par la mouvance présidentielle en vue des élections du Haut Conseil des collectivités territoriales. Certains membres de cette coalition imputent la responsabilité au ministre Abdoulatif Coulibaly. Il n'y a aucune représentativité légale au niveau de ce département. C'est qui? Nous n'acceptons plus que le ministre Abdoulatif Coulibaly, qui a été littéralement battu à l'occasion des élections locales à Sokone par la société civile, nous n'accepterons plus du tout qu'il vienne nous raconter des histoires. C'est terminé. Cette volonté qui est d'avoir une seule liste, il l'a exprimée et il a donné des recommandations, des instructions à ses collaborateurs qui n'ont pas joué le jeu parce qu'ils ont voulu justement privilégier la liste d'Abdoulatif Coulibaly au détriment d'une majorité qui est là. Nous ne l'accepterons pas. Mais pour le maire de Foundiougne, 12 des 17 maires du département vont aller ensemble à ces élections. Donc 12 collectivités locales qui étaient là. Notre engagement de porter le combat pour gagner avec la liste des Verts, Ali Haïdar, pour gagner les élections au niveau du département de Foundiougne. Aujourd'hui,
nous sommes satisfaits parce que nous avons relevé le défi de la mobilisation. Ces maires et leurs conseillers, sous la houlette du président du conseil départemental, ont, à travers une réunion d'information à Passy, lancé leur campagne. La majorité est là. Nous avons l'APR, nous représentons l'APR. Nous avons les alliés de l'AFP, nous avons les alliés du PS, nous avons les alliés du RP, nous avons les alliés du PVD, nous avons les alliés du PVC. Nous avons tout le monde. Dans le département de Foundiougne, le camp d'Abdoulatif Koulibaly a sa liste. Le président du conseil départemental et ses proches ont aussi leur liste. Et le maire de Djilor, soutenu par les réformateurs, également des candidats pour le haut conseil des collectivités turques. Une autre élection qui se prépare activement, il s'agit de celle de représentativité des centrales syndicales. Pour une meilleure organisation de ces joutes, l'État a mis sur la table une enveloppe de 300 millions de francs CFA. Les principaux acteurs étaient en concertation ce matin. Pour plus de détails, suivons respectivement les explications de la présidente du Haut Conseil du dialogue social et du secrétaire général du ministère du Travail au micro de Mansoso. La concertation doit être au cœur de l'organisation de tel type d'élection. Ce serait pour le Sénégal les deuxièmes élections après celle de 2011 et je pense qu'il faut s'en féliciter que le gouvernement du Sénégal, justement le Premier ministre et son Excellence Monsieur le Président de la République, s'engagent justement dans la voie de l'approfondissement de la démocratie sociale. Donc toutes les parties prenantes sont présentes et bien sûr nous allons soutenir le processus, mais au-delà du soutien, mais véritablement veiller à ce que véritablement le processus se passe bien. Le gouvernement a déjà pris toutes les dispositions et toutes les ressources financières nécessaires à la couverture des charges inhérentes à l'organisation des élections de représentativité sont déjà mobilisées. Donc il n'y a aucune inquiétude sur cette question. Alors je rappelle que l'enveloppe dégagée par le gouvernement du Sénégal est de 300 millions pour l'élection des centrales, pour l'organisation des élections de représentativité des centrales syndicales. À ce jour, ces montants sont disponibles et une comptabilité régulière est tenue par rapport aux dépenses qui seront engagées et conformément donc aux règles de bonne gouvernance et de reddition des comptes, toutes les diligences et toutes les dispositions réglementaires seront respectées. La polémique autour de la double nationalité continue de plus belle, un débat qui n'a aucun sens. Appréciation du professeur Bakary Samb. Selon le directeur de Timbuktu Institute, il est dangereux d'alimenter ce genre de débat dans un pays où tout est urgence. Bakary Samb est interrogé par notre reporter. Le débat sur la nationalité n'a pas de sens. Au moment où on parle d'universalisme, dans le pays de Senghor, où avant même l'indépendance, on discutait de civilisation, de l'universel, et aujourd'hui avec la mondialisation, parler de nationalité et en faire un débat national n'a aucun sens. Cela relève encore de stratégies politiciennes qui sont sans intérêt et qui risquent d'envenimer une situation politique et de nous mener vers des conflits et des débats qui ne sont pas les nôtres. Je pense qu'aujourd'hui, la véritable préoccupation des Sénégalais, c'est le chômage des jeunes, c'est le système éducatif qui a beaucoup de problèmes, c'est l'université qui est en panne, c'est d'autres questions que les questions de nationalité qui, à mon avis, ne font pas sens au XXIe siècle. Nous changeons de registre. Ansoumana John se signale. Déguisé en malade mental, il a distribué des prospectus devant le ministère de la Santé pour sensibiliser les populations sur la nécessité d'avoir plus de respect à l'égard des malades mentaux. Ce lundi marque la journée de solidarité dédiée à ces personnes. Selon le président de l'ASAM, cette couche particulièrement vulnérable de notre société est négligée par nos dirigeants. Il réagit au micro de Adjara Cissé. C'est une façon d'inviter la population à mieux s'occuper de leurs parents atteints de troubles mentaux. Généralement, le Sénégalais, quand il a un parent atteint de troubles mentaux, rapidement, ils font penser aux guérisseurs, aux tradipraticiens. C'est après avoir usé de tous leurs moyens matériels, financiers, qu'ils acceptent enfin de venir voir les spécialistes. Si l'État avait fait son devoir, moi, Ansoumana John, je ne serais pas habillé ainsi. 90%, sinon 95%
des cas de malades mentaux sont guérissables. Je vous l'ai annoncé en début d'édition, le préfet de Mbour interdit par arrêté le Kankourang dans tout le département. Cette décision est motivée par la division profonde au sein des Mandingues, organisateurs de la manifestation. La collectivité Mandingue, justement, dénonce cette mesure, un point de vue que ne partage pas le camp adverse, deux camps qui rivalisent sur l'organisation de cette activité culturelle, nous dit Mamadou Diop. ci dimanche ji lañ doon xaar Kankourang ci biir diwaanu Mbour yëpp waaye nag amul kenn koo xam ne teg na ko bëtam li ko waral moo di ne préfet moom moo génne benn dogal ngir aaye lu jëm ci wàllu Kankourang boobu lu tax préfet def lu ni mel ñaari camp ñoom ñoo nekk ci biir commune. Nous nous excusons pour cet élément. Nous pourrons certainement y revenir, ou en tout cas, vous l'avez pu suivre dans l'édition en Wolof. Le préfet de Mbour précise que cette décision a été prise pour prévenir d'éventuels conflits entre les Mandingues. Saer Ndao confie que la division au sein de cette communauté pour l'organisation du Kankourang est profonde. Et pour lui, il est temps que les gens reviennent à la raison pour que la paix soit retrouvée. Nous l'écoutons. La sortie du Kankourang est interdite, mais il faut voir l'arrêté. Les gens doivent lire l'arrêté. J'ai interdit la sortie du Kankourang sur la voie publique, les lieux publics, les espaces publics. Parce qu'ils m'ont dit que le Kankourang c'est pour protéger les circoncis. Ok, je suis d'accord. Mais le Kankourang, on peut le prendre, on peut le mettre, il peut sortir, mais rester à côté des circoncis. Dans les maisons. Parce que les maisons, c'est des domiciles privés. Là, je ne gère pas ce qui se passe là-bas. Mais la voie publique, quand même, c'est pour l'intérêt général et on l'a confié au préfet qui doit s'en charger. L'ordre public est une responsabilité du préfet et je l'assume tout le temps, en tout lieu et en tout moment, si l'ordre public se sent menacé. Voilà ce qui explique l'arrêté que j'ai pris. Je me suis dit qu'en interdisant la voie publique, les espaces publics, chacun restera à son côté. Il n'y aura pas affrontement, il n'y aura pas risque d'affrontement. Et on pourra gérer cette situation. Voilà les conditions qui ont mené à ce qu'on prenne nos responsabilités. Et j'avais dit ça, j'avais dit que s'il n'y a pas entente, si les gens ne parviennent pas à se retrouver autour de l'essentiel, l'autorité prendra cette responsabilité. Et c'est ce que j'ai fait. Le préfet de Mbour qui réagissait ainsi à l'interdiction de Kankourang dans ce département. Nous allons maintenant du côté de l'Université de Dakar. La société civile universitaire de l'UCAD, surnommée Campus 2H, a manifesté ce lundi devant le pavillon D. Les étudiants évoquaient deux points qui, selon eux, leur posent d'énormes difficultés. Il s'agit de la situation qui prévaut au niveau d'Ecobank et de l'Office du baccalauréat. Lustina Sagna nous en dit plus. Rendez-nous nos diplômes en temps et en heure et sans arnaque. Voilà le cri de cœur des étudiants du campus 2H de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces étudiants déplorent les lenteurs administratives de l'Office national du bac, mais aussi des frais de dossier incompréhensibles qui s'y ajoutent selon eux. On dénote carrément une lenteur administrative vraiment qui ne trouve jamais son fin. Parce que tout simplement, on peut courir derrière son diplôme du bac depuis presque 10 ans, je peux dire, sans jambase, et on n'aura pas ça. Il y a une arnaque derrière ça. Parce qu'à chaque fois qu'on peut passer des concours, ils nous obligent à payer 1000 francs jusqu'à 1800 pour pouvoir obtenir ces diplômes. Et alors qu'ils confisquent nos diplômes pour 10 ans ou voire plus, ce qui est encore ce qu'on fustise, ce que le campus 2H fustise avec toutes ses forces. Depuis quelques années, les fins du mois ne passent point inaperçues sur l'avenue Cheikh Anta Diop. L'agence en charge du paiement des bourses des étudiants qui y résident reçoit un trop-plein d'étudiants, allant jusqu'à perturber la circulation. Cette situation fait aussi partie des plaintes de Campus 2H. Il s'agit tout simplement, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que le campus va fermer ses portes à partir du mercredi prochain, le 31. Alors que majoritairement les étudiants n'ont pas encore obtenu leur carte d'Ecobank. Et par conséquent, ils sont obligés de rallier la seule agence qui a été ouverte par l'Ecobank pour toute l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il s'agit d'une seule agence pour tous les étudiants qui n'ont pas encore reçu leur carte, qui ont arrivé à expiration depuis 2014. Une situation qu'on fustise en sollicitant en tout cas les autorités de l'Ecobank, en ouvrant beaucoup plus d'agences à ce que les étudiants puissent aller là-bas, percevoir dignement leur bourse. À 2 jours de la fermeture du campus universitaire, bon nombre de revendications des pensionnaires de l'UCAD restent sans solution, telles que le master pour tous, le paiement des bourses, de meilleures conditions d'études, entre autres.
Vous l'avez remarqué, la chaleur est étouffante ces derniers jours. Les personnes âgées sont les plus exposées aux maladies liées à la forte canicule. Elles sont très souvent déshydratées. Boire beaucoup d'eau, au minimum 1,5 litre par jour. Éviter de manger trop gras. Porter des habits légers, entre autres, font partie des conseils que préconisent les médecins pour que les personnes vulnérables échappent aux caprices du climat, nous dit Ndeye Fatimlo. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables en période de chaleur. Elles sont la plupart du temps déshydratées, ce qui provoque des complications sur leur santé. L'omnibulation, on a le coma. Avant le coma, on peut avoir des refus de s'alimenter, on peut avoir aussi des pertes de conscience. Ainsi, il est fondamental de les aider à mieux s'hydrater puisque certains d'entre eux ont perdu le réflexe de boire. Il faudra les aider à boire, mais de façon à petits coups, on peut dire. Prendre une tasse à jeter seulement, donner 1 à 2 tasses toutes les 2 heures, toutes les 1 heure. On ne doit pas avoir plus de 1,50 litre, 2 litres par jour. Parce que la personne âgée, quelle que soit la chaleur, il a déjà perdu, il ne transpire pas comme il n'urine pas beaucoup aussi. On peut amener le patient à une hypoatrémie, à quelque chose comme des œdèmes au niveau pulmonaire ou bien au niveau de ses membres. Changer leur port vestimentaire et leurs alimentations tout en évitant de marcher sous le soleil durant certaines heures de la journée sont entre autres conseils qui peuvent les aider à surmonter cette période estivale. Éviter de sortir à certaines heures, c'est-à-dire les heures de forte canicule, entre 11h et 16h. Par exemple, il faut qu'ils s'habillent léger et avec les couleurs claires. Il faut aussi les alimenter de façon légère. Des conseils que certains d'entre eux suivent à la lettre. Quand j'ai chaud, je bois beaucoup d'eau et je prends également de l'air. Je porte des habits en coton et j'évite la couleur noire. Au fur et à mesure que nous grandissons, notre système immunitaire change. La personne âgée présente une capacité réduite d'adaptation à la chaleur. Boire beaucoup d'eau durant la journée est le meilleur moyen pour eux de faire face à cette chaleur. Durant la nuit, les médecins recommandent l'utilisation du ventilateur à la place de la climatisation. Et nous parlons de tout à fait autre chose. Les 28 et 29 septembre prochains, Bamako va accueillir une conférence internationale sur le dialogue politique. Objectif, réfléchir sur les questions de sécurité sur le continent noir. En prélude à cette rencontre, le CODESRIA a lancé un projet sur les régimes de sécurité en Afrique. L'initiative vise à produire des connaissances sur les mesures de sécurité développées dans le continent. Les précisions de Mansour Sow. La question de la sécurité se pose avec acuité dans le monde et en Afrique en particulier. Face aux menaces d'insécurité grandissantes sur le continent, il urge de trouver des stratégies pour faire face. C'est tout le sens de ce projet sur les régimes sécuritaires en Afrique du CODESRIA, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. On n'a pas dit qu'on a fini de réfléchir là-dessus parce que les situations évoluent, le phénomène devient de plus en plus complexe. Donc ce que nous souhaiterons faire, c'est de mettre sur la table ce qui sort des recherches qui ont été menées sur les questions de sécurité. La militarisation en soi ne règle pas le problème et risque même d'envenimer le problème parce que les interventions militaires répétitives en Afrique alimentent le discours djihadiste et le discours de propagande de ces mouvements-là. L'initiative vise donc à produire des connaissances sur les mesures de sécurité développées en Afrique, mais au-delà promouvoir l'influence de ces connaissances sur les efforts pratiques face aux menaces qui pèsent sur le continent. À ce titre, une conférence internationale sur le dialogue politique est prévue à Bamako les 28 et 29 septembre prochains. Les ramifications des problèmes de sécurité au Mali sont connectées à ce qui se passe au Nigeria et ce qui se passe dans d'autres parties de l'Afrique. Donc, je pense qu'on ne pouvait pas trouver un lieu mieux que celui-là. La conférence internationale de Bamako devrait réunir environ 60 participants venus d'horizons divers. Il s'agira en outre de mettre en exergue les implications politiques du projet sur les questions liées à la sécurité sur le continent. Des connexions entre chercheurs et praticiens travaillant sur les questions de sécurité en Afrique vont être établies.
Et nous reparlons de l'arrêté interdisant le kankourang à Mbour. Le préfet a pris cette décision, selon lui, elle est motivée par la division profonde au sein des Mandingues, organisateurs de la manifestation. La collectivité mandingue dénonce cette mesure, un point de vue que ne partage pas le camp adverse, deux camps qui rivalisent sur l'organisation de cette activité culturelle. Sur place, nous retrouvons Mamadou Diop. Attendu ce dimanche dans la capitale de la Petite Côte, le kankourang n'a aucunement fait son apparition dans les rues de Mbour. Et pour cause, le préfet a sorti un arrêté pour suspendre jusqu'à nouvel ordre son organisation. À l'origine de cette décision, le conflit qui oppose deux camps dans la communauté mandingue de Mbour. C'est des coutumes, c'est des traditions. Ils savent comment les faire. Et on respecte ces coutumes et ces traditions. Mais je suis le garant de l'ordre public. Et pour cela, je prendrai toutes mes responsabilités à chaque fois que de par mes canaux de renseignement, je sens que l'ordre public est sérieusement menacé. Réaction, la collectivité mandingue face à la presse s'indigne de la décision préfectorale. N'ont pas du tout compris pourquoi une majorité comme la collectivité mandingue, composée d'hommes et de femmes, qui sont au nombre de presque 500 000 personnes, sinon plus, peut être sanctionnée pour le simple plaisir d'un individu qui n'a pas fait 20 ans en Mbour, qui s'est constitué en dissident et qui a voulu nous narguer. Il s'agit de Cissé, vous le connaissez tous. Par contre, l'autre camp en conflit a salué la position du préfet, mais campe toujours sur sa position. Cheikh Dabo et la collectivité mandingue menacent de résoudre politiquement le problème. En dehors du cercle culturel du kankourang, nous sommes aussi des électeurs. Ça veut tout dire. Depuis plus de 100 ans, Mbour organise son kankourang, une activité culturelle qui a un impact social et économique sur la vie des populations du département de... Vous avez pu suivre la réaction du préfet Sayer Ndao qui explique le pourquoi il a pris cette décision. Selon lui, il veut éviter tout conflit entre Mandingues. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique. Retrouvez dans un instant BBC Info. Moi, je vous retrouve demain à 20h. S'il plaît à Dieu, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.